Merci beaucoup, bonjour. Je suis extrêmement ravi d'être à nouveau avec vous à SFAC. Je suis déjà venu 2 fois à l'invitation de Monsieur Daoud Efrika et je suis toujours hyper bien reçu. Cette année, j'ai même amené ma copine et chirurgienne de l'établissement. Donc on vous remercie beaucoup. On est toujours très très bien accueillis. Et puis c'est une très belle salle. C'est chic et majestueux. Là. Je me suis dit, quel panneau là, d'Arrêt Lamal. En tout cas, merci beaucoup d'être tous présents. On m'a demandé de parler de la tomosynthèse. J'ai appris que certaines structures de Sfax étaient en train de s'équiper. C'est une nouvelle technique. Est-ce que ça va révolutionner? On voulait en parler dans le... Ah, c'est pas moi, je ne fais rien. On voulait en parler notamment dans le dépistage. Les bases de la tomosynthèse, c'est de la mammographie, pour ceux, et je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà bien, mais en fait, au lieu d'être en projection par plan, comme on peut le voir là-dessus, ça va être ce que pour les anciens radiologues, radiothérapeutes et tout ça, ils ont connu il y a très longtemps, la tomographie, c'est-à-dire de faire des coupes de scan. Et en fait, ça sert à quoi? C'est que c'est parfois difficile de lire une mammographie à cause des superpositions. Et la tomosynthèse, elle va vous permettre probablement de mieux lire la mammographie parce qu'elle va décomposer en plans. Alors il y a plein de constructeurs, je ne vais pas vous faire le listing, mais vous voyez que tous les grands constructeurs proposent maintenant des acquisitions en tomosynthèse. Et si vous voulez connaître quelque chose sur les marques de constructeurs, je vous le dis pour les radiologues qui s'intéressent à ça, il faut aller regarder chez les Anglais qui ont un site sur lequel ils font des tests en pratique clinique de tous les matériels. Sur le site du NHS, c'est là que vous saurez si le matériel que vous souhaitez éventuellement acheter a des performances correctes. Alors le principe, c'est simple, c'est-à-dire qu'on va obtenir, en faisant 15 projections, en faisant bouger le bras du mammographe, des coupes de tomosynthèse d'environ c'est passé un peu vite, ça. 1 mm. Et vous voyez, ça tourne autour du sein qui est comprimé comme pour un mammographe, complètement normal. Et avec un algorithme, on reconstruit des coupes de 1 mm qui vous permettent de ne plus avoir toutes ces superpositions l'une au-dessus de l'autre. Alors il y a plusieurs façons, soit ceux qui se déplacent pas par pas, soit qui se déplacent de façon continue. Ça, on s'en fiche, c'est des problèmes techniques, il n'y a pas vraiment de différence. Il y avait une petite vidéo, mais elle ne passe pas, donc je vais vous le passer. C'est un mammographe qui est complètement standard, c'est un mammographe numérique plein champ, évidemment, il n'y a pas de cassette, mais c'est un mammographe tout à fait standard avec le tube, c'est-à-dire cette partie supérieure ici, qui se déplace le long de l'axe et qui va permettre de faire plusieurs acquisitions selon un angle différent. Alors quels sont les avantages potentiels? C'est d'enlever les superpositions, de mieux voir les lésions, donc de faciliter aussi l'analyse des contours, et puis donc éventuellement de réduire le nombre d'incidences complémentaires, notamment les clichés localisés, puis de trouver plus de cancers. Alors comment il l'utilise? Comme cliché complémentaire pour éliminer une image construite, pour analyser les contours d'une masse, ça remplace le cliché localisé. Soit on peut le faire systématiquement, soit à la demande. Comme bilan complémentaire quand on a eu une L2 positive en dépistage, et éventuellement comme bilan de dépistage en plus de la mammographie habituelle ou à la place de la mammographie conventionnelle. Qu'est-ce qu'on sait? Globalement, on commence à avoir de la littérature, et pas mal maintenant, qui dit que pour analyser par exemple les contours d'une masse, une tomosynthèse, ça fait aussi bien qu'un cliché localisé, peut-être même mieux, donc déjà ce n'est pas inférieur. Et vous avez ici sur la même image le cliché localisé et le cliché de tomosynthèse, la coupe de tomosynthèse qui passe par ce nodule. On voit bien que ce nodule, il est spiculaire, et dès qu'il y a des spicules, là la tomosynthèse, elle est excellente. Pour les masses, on l'a dit, la tomosynthèse pour certains, c'est même supérieur, mais ce n'est pas très intéressant. Quelles sont les limites? La limite, c'est globalement, vous voyez, dans Syndense, on a ici l'oblique, on se doute qu'il y a quelque chose. Mais quand vous faites la tomosynthèse, on est gêné parce qu'il n'y a pas d'interface de graisse entre cette masse avec des contours relativement réguliers et la densité à côté. Par contre, quand vous faites le localisé, vous voyez que vous arrivez à bouger un peu la densité de la graisse et vous sortez donc mieux finalement les contours de la masse. Donc dans un sein dense, la tomosynthèse malheureusement ne va pas être super performante parce qu'on se disait au moins ça va nous aider dans les seins denses. Dans les seins vraiment denses, ce n'est pas hyper performant. Pour les lésions non calcifiées, on vous l'a dit, vous voyez que globalement la performance, notamment pour les cancers, elle est
à peu près équivalente ou un petit peu supérieure. On diminue les faux positifs, évidemment, on enlève les superpositions. On classe un peu mieux, mais ça ne change quand même pas complètement la vie. Toute lésion, je vais passer, on voit que la tomosynthèse, mais c'est toujours pareil, c'est des études qui sont aussi faites pour ça. Il y a un gain pour les 27 lecteurs avec une performance qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même au moins aussi bonne. Et vous savez que dans les études, quand on veut mettre une nouvelle technique, la première chose à faire, c'est au moins de prouver que ce n'est pas inférieur. Alors la question, c'est bien meilleur, ça c'est sûr pour les masses et les distorsions architecturales avec des spicules, et donc on peut dire qu'on peut remplacer le cliché localisé par la tomosynthèse. Là où c'est moins net, c'est quand les lésions sont des microcalcifications. Et dans les lésions avec microcalcification, on voit que finalement, la tomosynthèse, elle peut faire moins bien, et c'est bien la limite. Alors dans les études publiées, vous voyez que c'est assez discordant. Il y en a qui disent que la tomosynthèse fait un peu moins bien en sensibilité, mais elle fait mieux en spécificité, mais c'est des petits effectifs, je ne suis pas certain qu'on puisse en tenir compte. Aujourd'hui, quand on connaît mieux, quand on sait mieux s'en servir, on arrive à s'en servir aussi pour trouver des microcalcifications. C'est une question d'expérience. Et en global, sur la méta-analyse qui a été publiée en 2014, on voit bien que les performances en termes de sensibilité et de spécificité en diagnostic de la tomosynthèse, elles sont équivalentes, voire un peu supérieures à celles de la mammographie. Donc ça, c'est pas mal. On se dit une nouvelle technique qui va nous apporter beaucoup de choses. C'est très clair, je vous l'ai dit, sur les images spiculées, mais attention, je le répète, ça n'enlève pas l'importance de faire une échographie dans les seins denses. Le problème, comme impact clinique, c'est qu'on sait que les images spiculées, c'est beaucoup de bénins, notamment les cicatrices radiaires, et puis globalement, on sait que les cancers avec des spicules, c'est-à-dire les masses spiculaires, c'est finalement souvent des cancers de bas grade ou de grade 1 ou 2. Et malheureusement, les grades 3, c'est plutôt des cancers qui n'ont pas obligatoirement une réaction stromale très importante. Mais ça, c'est plutôt théorique. On n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus. Finalement, les microcalcifications, pareil, il y a beaucoup de bénins, et puis les autres, c'est des carcinomes canalaires in situ. Donc finalement, si on en perdait quelques-unes, notamment les petites poussiéreuses, est-ce que ça serait très embêtant pour le bénéfice clinique des patientes? Ce n'est pas sûr du tout. Alors, je montre un ou deux dossiers rapidement. 67 ans, elle a déjà fait un cancer du sein gauche avec une mastectomie totale. Il lui reste que son sein droit. Vous avez 2 années différentes, au-dessus, en dessous. Et puis, si ça veut marcher, mais ça, c'est pas... Ah, ça va voir. Je ne sais pas si vous allez voir... si, ça déroule. Et vous allez voir apparaître ici en haut une petite distorsion architecturale. Alors, c'est toujours facile. Je ne vous montre jamais des dossiers hyper simples parce que quand on voit une grosse image spiculaire sur la mammographie sans tomosynthèse, vous voyez, la distorsion, elle est ici. Ce n'est pas toujours très facile, mais une fois qu'on a l'habitude, on s'en sort et on a... Donc, c'est très bien, on se dit, on a été super performant parce qu'effectivement, on ne l'aurait probablement pas vu. Sur la coupe de tomosynthèse, on découvre bien une distorsion architecturale. Le problème, c'est que l'année d'avant, elle n'en avait pas, donc on ne sait pas si elle est là depuis longtemps. Ah, la batterie est à 10%, tout va s'arrêter. Et je touche à rien. Et bon. Donc, le problème, c'est que l'échographie et l'examen clinique sont normaux. Et là se pose le problème, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette patiente? Alors, on va faire une IRM. Sur l'IRM, on trouve effectivement une distorsion architecturale. C'est très beau. Et donc, on n'a pas actuellement encore de tomosynthèse et de la biopsie sous tomosynthèse. On va donc faire une biopsie sous IRM, merci. Et ça conclut à cicatrice radiaire. On l'opère quand même parce qu'elle avait déjà un cancer contralatéral. Ça conclut que c'est une cicatrice radiaire, on est très content. Finalement, cette dame, elle n'a pas bénéficié grand-chose parce que c'était bénin. Et puis dans le même temps, on lui a fait une IRM, mais dans un autre endroit du sein, on est tombé sur une autre image qui nous a beaucoup embêtés et qui est un rehaussement canalaire, donc assez inquiétant, qu'on va classer à CR4-5. On refait tout le bilan, on ne trouve rien, si ce n'est une petite formation kystique en tomosynthèse. Et on est reparti à lui faire une deuxième macrobiopsie, la brave dame, qui n'a pas de chance, pour tomber sur de la galactophorite. Et donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que dès qu'on va faire un examen en plus, je l'ai déjà dit ce matin, on va générer des examens complémentaires en plus chez cette dame, finalement, qui avait déjà un cancer contralatéral. Elle n'a pas de chance, elle a eu 2 biopsies qui étaient finalement négatives. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi des femmes, là, elle a des antécédents. On lui fait
des clichés complémentaires, on voit bien qu'il y a 2013-2012, une image. Elle a eu un loca, puis ça n'interpelle pas grand-chose. Vous voyez, bon, les localisés sont faits. Et puis, elle revient après, et on retombe toujours sur cette image. Et effectivement, alors je ne sais pas si ça marche, on va voir, parce que ça ne marche pas toujours. Bah si, ça marche. Et vous allez voir qu'effectivement, ici au milieu, ça c'est quand même très très inquiétant. Et là, on ne peut pas dire, on a quand même été bien aidé, parce que vous avez ici les coupes, il y a eu une IRM qui a été faite après. Eh bien, la tomosynthèse, elle est bien meilleure plutôt que cette petite suropacité. Et là, c'est vraiment facile, mais dès qu'il y a des spicules, on a l'impression d'être un super bon radiologue en tomosynthèse parce qu'on est très aidé. Donc là, effectivement, c'était un carcinome canalaire infiltrant de bas grade qui évolue très lentement puisqu'il était là au moins depuis 2 années précédentes et qu'on tournait autour, qu'on l'avait déjà raté 2 fois. Mais probablement, il n'y a pas beaucoup d'impact sur la patiente. Clairement, ça peut faire changer les pratiques et on va passer du localisé au cliché de tomosynthèse. Donc ça, c'était en diagnostic. Alors maintenant, quelle est la place en dépistage? En dépistage, beaucoup d'études en cours qui ne sont pas encore complètement publiées, des études prospectives en Europe, notamment en Norvège et en Italie, pour une marque Lologic et le Siemens, avec clairement, quand on regarde, une performance qui est nettement améliorée, que ce soit en Italie ou en Norvège ou en Suède, avec un différentiel, quand on rajoute la tomosynthèse, très important. Et la Norvège, c'est intéressant parce qu'elle a à peu près le même taux de détection de cancer qu'en France. Ici, on part de bas, donc on arrive très haut. C'est une grosse augmentation, mais on partait d'assez bas. Donc ça paraît être quand même très intéressant. Nous, on ne fait pas de taux de rappel en France, puisqu'on a le droit de faire les clichés localisés, l'échographie, donc on ne peut pas nous comparer. Mais par contre, le taux de rappel dans les pays qui font qu'un dépistage mammographique, sans examen clinique, sans rien, dans des camions ou dans des centres experts, évidemment, le taux de rappel, il diminue fortement avec la tomosynthèse, puisque en tomosynthèse, on ne va pas rappeler toutes les femmes qui ont des images de superposition. Donc c'est très intéressant, et vous voyez que dans ce cadre-là, on est meilleur en sensibilité, meilleur en spécificité, et il n'y a pas beaucoup de techniques d'imagerie qui, dans les cas, elles baissent les deux en même temps. Aux États-Unis, ils font des études rétrospectives, alors tout de suite, c'est sur des centaines de milliers de patients, 450 000 ici. Ils montrent aussi, pareil, mais ils partent de taux de détection qui sont hyper bas, ils montrent aussi que la tomosynthèse augmente fortement le taux de détection et diminue fortement le taux de rappel, mais ils ont des systèmes de dépistage qui ne sont pas du tout comparables à ceux de la France, par exemple. Et à nouveau, vous voyez, mammographie, 280 000 personnes, 300 000 au total, plus de 300, 400 000. Vous voyez que le taux de rappel, il diminue fortement. Le taux de biopsie, il ne s'améliore pas, évidemment, mais le taux de détection de cancer, il augmente ici un petit peu en partant d'assez bas cependant. Donc on a pas mal d'éléments qui nous font dire ça paraît être intéressant. Et l'étude qu'on attend, c'est l'étude qui va permettre de dire après dans le monde est-ce qu'on peut passer en dépistage, c'est l'étude des Norvégiens parce qu'il faut une étude prospective randomisée dans un programme qui ressemble un peu au programme français avec une deuxième lecture et puis ils vont comparer la mammographie standard, la mammographie avec la tomosynthèse, la mammographie avec un CAD. Et puis l'image reconstruite, je vais vous en parler après, et simplement la 3D, sans faire de mammographie standard, sans faire la mammographie qu'on connaît aujourd'hui. Alors dans les résultats préliminaires qui sont publiés depuis 2013, on n'a pas les nouveaux, ça m'étonne, mais ça fait quand même longtemps que c'est sorti, là, ça devrait arriver. Ils trouvent 31% de cancers en plus, c'est-à-dire 24 cancers sur tout ce qu'ils ont trouvé. Ils trouvent étonnamment plus de cancers invasifs, ça c'est normal, puisque la tomosynthèse, elle détecte moins de micros, donc ça c'est normal, mais ils trouvent souvent surtout des cancers grade 2 et 3, enfin surtout 40%. Et puis ils ont un taux de rappel identique. Le gros inconvénient en dépistage de masse, c'est que ça double le temps. Alors ça ne vous paraît pas beaucoup de doubler le temps, sauf si vous en lisez 5 ou 10 000 par an de mammographie. Si vous multipliez le temps par 2, soudainement ça fait beaucoup. Si on en lit 10 par jour, ça ne change pas grand-chose, ça fait 10 minutes de plus par jour, c'est pas énorme. Les résultats, je vous les passe. Un élément intéressant dans leur étude, c'est que ça améliore la performance pour tout le monde, mais surtout pour les juniors. Et en fait, c'est un peu embêtant pour les seniors experts, c'est que globalement, à ce moment-là, le junior, il est presque aussi bon que le senior expert, et ça, c'est un peu énervant. Et, enfin, c'est pas énervant, mais ça veut dire qu'on perd quand même un petit avantage sur le junior, parce qu'en tomosynthèse, le junior, il récupère très vite, grâce à la coupe de tomosynthèse, la performance du junior. Mais enfin, tant mieux pour les femmes. Le gain, dans ces études, disent que c'est supérieur, mais je vous le répète, attention,
ça ne peut pas le remplacer. Ça a été montré dans une étude il n'y a pas longtemps. Vous voyez que la performance mammo-écho, ça je l'ai montré ce matin, c'est meilleur. Mais la tomosynthèse, elle ne fait pas moins bien. Elle ne fait pas mieux, elle fait moins bien que l'échographie en dépistage. Donc il ne faut surtout pas penser, si vous achetez une tomosynthèse, que vous pourrez vous passer de l'échographie dans les seins denses. Parce que ça, c'est le gros piège. Il ne faut surtout pas faire ça. Le temps de lecture, je vous l'ai dit, ça double le temps de lecture, on s'en fiche. Par contre, ce dont on ne se fiche pas du tout en dépistage, c'est que ça double au moins la dose par 2. Et ça, c'est les données des Anglais, je vous l'ai dit. Vous voyez, sur une des machines, ça c'est le logique, ça augmente la dose de 20%. Sur une autre machine, ça double carrément la dose. Or, ça, c'est un problème, puisque globalement, les femmes qui viennent en dépistage, c'est des femmes qu'on invite, qui ne sont pas malades. Et l'objectif, c'est de ne pas nuire. On ne sait pas ce que ça donne d'avoir une dose multipliée par 2 chez des femmes comme ça. Ça, c'est un vrai problème. C'est confirmé en Europe, puisqu'on est en train de mettre au point, enfin, il est mis au point le contrôle européen. Ça double la dose du 2D. Le contrôle, il est finalisé. Tous les constructeurs le passent, sauf une machine, mais pour l'instant, je pense qu'elle va passer bientôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un contrôle qualité européen. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut faire du dépistage en tomosynthèse? La première chose, on peut dire on ne veut pas augmenter la dose, on ne fait pas de tomosynthèse. On accepte l'augmentation, on ne fait qu'une seule incidence, ou bien on fait des images reconstruites à partir des coupes de tomosynthèse, sans faire les coupes 2D. Alors une seule incidence, il y a des études qui montrent que c'est presque pareil, que si on fait une incidence et un cliché standard, on a les mêmes performances que si on fait 2 clichés standards. Bon, donc ça ne se discute pas. Si vous devez faire qu'une seule incidence, laquelle choisir, ça dépend. Nous, on fait l'oblique externe parce que ça permet d'étudier le prolongement axillaire. D'autres font le cliché de face en tomosynthèse parce qu'on dit qu'on voit mieux les cancers sur le cliché de face. Moi, ce n'est pas ma vision, mais je pense qu'il n'y a pas de choix prioritaire. Donc l'avenir de la tomosynthèse, c'est de ne plus faire de 2D, l'avenir en dépistage, et c'est de faire que des images reconstruites. Les images reconstruites, ça c'est la mammographie classique. Là, il y a vaguement quelque chose, si vous l'aviez vu, vous êtes excellent. Et puis quand vous regardez l'image la coupe de tomosynthèse, ça c'est la coupe qui passe par le bon endroit. Et grâce à un processus technique, vous arrivez avec ce qu'ils appellent chez Hologic le C-View. Ils cumulent toutes les coupes et ils reconstruisent une mammographie. Et effectivement, c'est très beau. Et on voit l'image de distorsion architecturale. Mais je vous l'ai dit, c'est quand même un cas, évidemment, c'est beau, puisque c'est Hologic qui me l'avait prêté à l'époque. Donc, ils n'ont pas montré un cas où ça ne marche pas. Mais ça marche très bien pour les distorsions architecturales. Vous avez la même chose ici d'un cliché du service où vous avez la masse et puis ici la coupe de reconstruite et vous voyez qu'à nouveau une masse et des spicules, et on le voit très bien et on a une qualité qu'on peut considérer comme quasi équivalente et donc c'est très intéressant. En zoomé, je pense que vous voyez encore mieux sur le cliché qui n'est pas un cliché natif. Alors il y a eu des études en 2014 qui avaient publié, c'est toujours Oslo, parce que c'est toujours eux qui ont le plus d'études, qui montraient que le taux de cancer, alors attention, vous voyez ça c'était un premier algorithme de reconstruction, et puis ce n'était pas suffisant, les informaticiens ont travaillé, ils ont mis un deuxième algorithme en route, et vous voyez qu'il passe, il détecte brutalement un peu mieux, un peu plus, et en faisant moins de faux positifs. Et ça c'est très intéressant, rien que dans cette étude, parce qu'on voit que c'est du processus purement informatique, et un informaticien qui changera l'algorithme, il va changer les performances. Alors peut-être en mieux, mais aussi peut-être en moins bien. Et ça, c'est un vrai problème. Ça avait été validé, ça disait à nouveau que c'était sur des petits volumes, vous voyez, 123 dossiers, c'est quand même pas une méga étude. C'était un peu mieux ou c'était équivalent. Bref, on se disait on va pouvoir se passer des clichés de mammographie conventionnelle. Là, il y a un article qui vient d'être publié ce mois-ci qui fait une synthèse de l'imagerie synthétique, c'est-à-dire reconstruite par rapport au 2D. Ça diminue évidemment fortement la dose. Ils disent que ça a des performances supérieures pour les distorsions architecturales et les microcalcifications en fonction de l'algorithme qu'on utilise. Le problème, c'est qu'on ne va pas utiliser plusieurs algorithmes, il va falloir en choisir un. Ils disent bien qu'il y a un problème dans les masses avec les seins denses et qu'il y a des artefacts, notamment sur les objets métalliques, les clips ou les macrocalcifications. Mais que le taux de détection dans les études publiées, il est identique et donc c'est quand même, plus on avance, plus on voit qu'on va y arriver. Je vous l'ai dit, le gros problème, c'est que chaque constructeur a son algorithme. En plus, ils le changent comme ils veulent. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que
si chacun change quand il veut, comment on va savoir si l'algorithme est meilleur que celui d'avant? Alors, les informaticiens vous disent on améliore tout le temps. Et ça, vous le voyez chez vous à chaque fois que vous faites une mise à jour de Windows ou de votre téléphone. Ce n'est pas toujours vrai, parce que parfois, quand il change vous dites faites une mise à jour, brutalement, plus rien ne marche. Si c'est la même chose en mammographie, c'est sur les femmes qu'on va le tester, c'est un peu plus embêtant que sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Alors, l'utilisation des images reconstruites en France, c'est interdit. Dans le monde, c'est interdit. D'ailleurs, même les constructeurs ne le recommandent pas. Et cependant, il y a certains radiologues qui l'utilisent quand même, parce que c'est plus rapide et puis c'est fait aussi très moderne. Mais en France, c'est interdit clairement. Est-ce qu'on a encore besoin de faire une deuxième lecture quand on fait du dépistage? On gagne encore, même quand on fait de la tomosynthèse. Mais on va voir que c'est un vrai problème, la deuxième lecture. Alors, au quotidien, dans le monde, à part l'expérience danoise, qui est une étude prospective, donc les études prospectives, c'est bien, il y a plein de gens qui travaillent autour, il y a tous les physiciens. Il y a 3 expériences seulement en cours en Europe, c'est en Espagne et en Italie. Vous allez regarder juste parce que vous allez voir, ça ne fait pas beaucoup de femmes, c'est des régions avec un seul pack, c'est-à-dire toutes les machines centralisées sur le même serveur d'image, tout constructeur, pas de contrôle qualité, pas d'examen clinique. En fait, il y a un site et peu de sites. 30 là, en Italie, c'est pareil. 4 districts, un site actuel, peut-être 2 à terme, fin 2015, on ne sait pas bien. Et à Vérone, une région, 46 000 femmes, c'est-à-dire pas beaucoup de femmes, pas d'examen clinique, impact régional et 3 sites. Donc c'est vraiment des toutes petites expériences sur des toutes petites régions. Chez nous, ça ne fait même pas l'équivalent d'une ville moyenne. Et quand je sais qu'à Sfax, il y a 200 000... il y a près d'1 million sur la région, vous voyez que c'est des expériences qui représentent à peine quelque chose, ce n'est pas transfigurable à un pays complet. Donc, on n'est pas près d'y arriver. Aucune autre expérience dans le monde, même pas dans les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un pays, il y a 25 machines, c'est toute la même marque, ils ont un pack centralisé, ils n'ont pas encore passé à la tomosynthèse. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligatoirement en retard quand on n'a pas encore fait de la tomosynthèse. Si on fait une synthèse de ce qui pourrait être utile, les avantages pour les patientes, meilleure sensibilité. Pour les radiologues, c'est plus facile de travailler, on se sent plus en sécurité. Quand on dit moins d'échographie, je ne suis pas tout à fait d'accord, en tout cas pas sur les incidences. Pour le financeur, il pourrait avoir des avantages si on les trouve plus tôt, les cancers, on ferait moins de traitements. Les inconvénients, aucun, parce que le financeur, en tout cas en France, ne payera pas un centime de plus pour l'achat de la tomosynthèse. Pour le radiologue, c'est lui qui le paye. Pour la femme, elle pourrait le payer avec la dose qu'on va lui délivrer en plus, mais ça, on ne le saura pas tout de suite non plus. Donc, avantage, inconvénient, c'est une balance. C'est la seule technique, clairement, qui améliore dans le même temps la sensibilité, la spécificité. Ça pourrait permettre d'éviter 2 à 3 cancers. Aux États-Unis, 1 à 2. Alors, je ne sais plus comment ça avait été calculé. C'est toujours compliqué de savoir comment ils calculent ça. Ça fait baisser le taux de rappel, mais ça, ce n'est pas pour des choses comme chez nous. Donc, je vais en terminer. Le dépistage en France, on n'en est pas encore là. C'est interdit parce que ça a été redit par la DGS il y a quelques temps. L'avis de l'INCA qui a travaillé là-dessus en 2014-2015 a publié en disant qu'on n'avait pas assez de données. Vous trouvez tout ça sur le site de l'INCA. Alors, une petite information, en France, on va arrêter l'analogique parce qu'il y en a moins de 5% au 1er janvier 2018, mais pour l'instant, il y a encore 30% de CR. Les CR, on ne peut pas faire de tomosynthèse. Et ça veut dire que quand on fait un dépistage national, il faudra accepter qu'il y ait des femmes qui puissent avoir la tomosynthèse et d'autres femmes qui puissent ne pas l'avoir. Ça, pour des politiques de santé publique nationale, c'est compliqué à mettre en place. Il y a d'autres problèmes. On n'a toujours pas de contrôle qualité. On avait dit peut-être en 2016, on est en 2017, il n'est pas là, il ne sera pas là avant 2018 parce que c'est compliqué à mettre en place. La dématérialisation, c'est impossible. D'accord ? La tomosynthèse, on ne peut pas l'envoyer par les fils. C'est beaucoup trop lourd. C'est 15 à 20 fois le volume d'une mammographie numérique en plein champ. Donc voilà pourquoi on n'y est pas encore. Peut-être qu'on va tout changer, en tout cas en France, le jour où il y aura suffisamment de machines. En France, il y a 300 sites qui sont équipés de tomosynthèse sur 2700 mammographes en fonctionnement, donc c'est à peine 10%. Évidemment, c'est les sites qui font le plus de mammographie, donc qui font beaucoup de volume. Alors peut-être que ça sera, soit on fera plus de L2, soit on fera plus de dépistage du tout, soit on fera plus de dépistage à la française, c'est-à-dire qu'il y aura plus de
plus de dépistage dans les cabinets, mais peut-être dans des centres experts, si on veut que toutes les femmes bénéficient d'une tomosynthèse. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste une nouvelle technique qu'on doit mettre en place, parce que moi je suis persuadé que c'est une technique d'avenir, le jour où ça marchera, mais pour nous ça va être un vrai problème organisationnel si on veut mettre en place la tomosynthèse sur tout le département, sur toute la France entière. Voilà, je vous remercie de votre attention.